Bonjour, c'est Magali. Vous écoutez les conversations qu'on rêve. Désolée pour ce petit délai. Dans la vie, mon travail, c'est d'accompagner les équipes et les leaders dans la transformation du monde du travail pour activer la collaboration, pour développer des nouveaux réflexes de leadership. Et ce balado s'inscrit pour moi dans la même lignée. Mon intention, c'est vraiment d'engager des conversations importantes avec différents leaders qui ont différents angles de vue, des points de vue, des rêves pour notre futur. Parce que le futur du monde du travail, puis le futur de la société dans laquelle on évolue tous, ben on a tous un rôle à jouer. On est en co-construction, qu'on en soit conscient ou pas. On est en train de tricoter ensemble ce futur-là. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de converser avec Mirella, pardon, la bug technique m'a complètement scié les jambes. Salut Mirella! Coucou Magali! Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. Alors, on va plonger dans quelques instants dans ton rêve, mais avant, je vais te présenter comme il faut et puis on va faire le petit brise-glace habituel. Donc, Mirella Di Blasio, tu es fondatrice et présidente de Lulu Événements. Tu es aussi une chanteuse à tes heures. Tu as fait aussi une chose qui avait attiré mon attention pendant le début du confinement au printemps dernier, un grand geste de solidarité en offrant le service de ton entreprise aux gens qui avaient besoin d'un coup de main, qui avaient besoin d'avoir des courses à cause du confinement. Donc, j'allais dire aussi une citoyenne engagée. Et donc, ton agence événementielle, que tu as fondée il y a quand même plusieurs années, en 2003. Et puis, tu parles du fait que tu incarnes ta passion de l'art du recevoir, l'art de faire plaisir. Donc, c'est drôle avec ce que j'ai dit en amont. Ça vient vraiment coller comme quoi, ben, c'est clairement toi, ça, ce désir-là. T'as donc beaucoup d'expérience en communication marketing. Depuis 35 ans, tu travailles dans ce domaine-là. Tu as travaillé en Europe, tu as travaillé en Amérique du Nord. Et là, aujourd'hui, Mirella, on a un sujet très société qui, à mon avis, aussi des répercussions dans le monde du travail. On va en parler tout à l'heure. On parle de notre vision de nous-mêmes, des femmes. Mais avant qu'on plonge là-dedans, j'aimerais te demander, c'est quoi un objet que toi, tu gardes dans ta vie qui a une valeur symbolique ou sentimentale? Alors, puisque je suis une personne qui est très, expansive, j'en ai 3. Donc, ça va intéresser les psys, s'il y a des psys qui écoutent, parce que c'est quand même assez... et c'est un peu lié, en fait, au sujet d'aujourd'hui. Donc, le premier que je travaille avec moi partout où j'ai habité, et c'est dommage, je les ai oubliés à la maison ce matin, c'est une photo de ma grand-mère autochtone que je trouve magnifique, qui signifie énormément, qui a été une personne qui m'a beaucoup marquée dans ma jeunesse, par sa force de caractère, par sa résilience, par son côté, on prend la vie à bras-le-corps et puis on fonce. Deuxième objet, c'est une photo de ma maman quand elle était gamine. Elle avait peut-être 10 ans. Donc ça, c'est dans mon portefeuille. Une autre grande dame. Et le troisième objet, sans valeur, mais vraiment sans valeur aucune, c'est une petite casserole que je trimballe depuis mon premier appartement. Elle est toute petite, elle est cabossée, elle rime à rien. Donc, je me dis, s'il y a un psy qui écoute, on va dire, elle trimballe les casseroles dans sa vie. Mais elle est petite, je vous rassure, elle est toute petite. C'est drôle, on dirait une expression, tu sais, elle traîne ses vieilles casseroles. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais elle traîne ses vieilles casseroles. Bref, je l'ai trimballée partout. Je l'ai eu quand j'avais 19 ans. Et je pense que c'est synonyme de mon indépendance quand j'ai pris mon premier appartement. Je ne suis pas capable de m'en débarrasser. Voilà pour les très mignon. Il y a Vanessa Lemercier qui te dit bonjour. Elle dit Mirella. Je vous invite d'ailleurs, celles et ceux qui sont connectés, de vous manifester. On aime ça. Moi, j'aime ça savoir qui est là. J'aime ça quand vous contribuez à la conversation. Donc, gênez-vous pas. Donc, sans plus tarder, allons dans ton rêve. Quand je t'ai proposé de participer, tu m'as dit oui. Puis là, quand on s'est parlé pour la première fois, puis tu m'as dit ton rêve, avant que je le dise, moi-même, j'ai eu comme un effet surprise. Parce que ton rêve, c'est que les femmes arrêtent de se détester. Mm-hmm. Et sur le coup, ça m'a saisi, ça m'a surpris. Mm-hmm. Et je vais te laisser expliquer ce que tu veux dire par là, puis pourquoi c'est important. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi maintenant que tu me l'as amené. Donc, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu veux que les femmes arrêtent de se détester?
Écoute, tu dis ça, que j'ai la chair de poule en fait, parce que et tout ça c'est basé sur mon expérience personnelle, hein, c'est quelque chose que je vois depuis des années. Je trouve que les femmes, on se déteste soi-même beaucoup, beaucoup, on se juge, on se déteste, et on nomme souvent pas la chose. Et les femmes entre nous aussi, on porte des jugements, on n'est pas détester, c'est peut-être un gros mot, mais on est entre nous aussi un peu. Ça prend un peu de courage, je pense, de s'avouer ça. Mais on a des sentiments ambigus envers certaines femmes, même des amis, même des trucs. Ça peut être de l'envie, ça peut être la jalousie, ça peut être peu importe que ce soit par rapport à la profession, sa profession, le travail personnel, le mec d'une nana ou la nana d'une nana, whatever. Et je crois qu'on n'en parle pas assez. Et je rêve vraiment au jour, et là je vais parler pour moi, je rêve aussi au jour où je vais arrêter cette cassette qui revient ponctuellement dans ma tête. Mm-hmm. Là, c'est un peu une mise à nu de dire que moi aussi j'en parle, c'est parce que forcément ça me concerne. Je me suis tellement détestée longtemps, Magali, et ça a freiné plein de projets que j'avais dans la vie. Ça, c'est avec le recul, évidemment, avec un projet, on s'entend. Et je rêve que, voilà, à la fin de mes jours, j'aurai, parce que c'est un work in progress, la vie, je dis toujours que j'aurai un doctorat en vie, entre guillemets, qui englobe cette facette de arrêter de me détester, arrêter de me juger, à ma mort, ou peut-être après ma mort, je ne sais pas. Mais voilà mon rêve. Est-ce que je te l'ai bien expliqué? Alors, en fait, c'est tout le contraire d'avoir un regard appréciatif, d'apprécier ce qu'on a, ce qu'on est. C'est toute cette histoire du dialogue interne qu'on a à l'intérieur de nous. C'est ces dictats de se comparer, de viser quelque chose d'autre. Je serais bien quand ceci, quand j'aurais perdu 5 livres, quand je me serais musclé les bras, quand je sais quoi. Je prends une minute pour dire bonjour à Cynthia Brunel. Merci d'être là. Il y a Cathy, Valérie Tardif aussi qui est présente. Merci d'être là, les filles. Écoute, je pense que tu n'es pas la seule. Moi, je fais partie de celles qui ont eu beaucoup, beaucoup cet enjeu-là. Je ne dis pas que c'est complètement fini, mais ça va beaucoup mieux. Et puis, je me suis surprise à un moment donné, moi, à avoir une conversation avec des jeunes filles, des préados, la mienne et 2 autres. Et on était 2 femmes de mon âge et on essayait d'expliquer à ces jeunes filles-là que nous, quand on avait leur âge, puis plus vieilles, on avait ce regard un peu dépréciant sur nous-mêmes, puis que là, avec le recul, on dit comme, mais voyons donc, je peux pas croire que je disais ça de moi. Puis on essayait de les sensibiliser au fait de passez pas par ce chemin-là. Attendez pas d'avoir passé 40 ans, 45 ans et plus pour vous rendre compte que vous aviez tort. C'est dommage parce que tu l'as dit, hein, on traîne ça, ça nous empêche, ça a des impacts. Tout à fait. D'après toi, là, quel est l'impact négatif de cette... on dit qu'on fait une généralité, là, on a tendance, les femmes, à se juger sévèrement. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact dans nos vies? Écoute, ça a des impacts d'avoir des relations intrapersonnelles, interpersonnelles qui sont des fois toxiques. Hein? Tu parles avec des hommes ou tu parles amicales, amoureuses, on s'en oui, même au niveau du travail. Je vais citer un exemple, mes 2 premiers mecs dans ma vie, parce que je me sentais pas, parce que je n'étais pas bien, parce que je me jugeais, parce que j'étais dure avec moi-même, parce que j'étais jamais assez belle. Je me trouvais pas belle, je me trouvais gros, je me trouvais aussi. Et moi aussi, pareil, quand je regarde des vieilles photos, je me dis, oh my God, j'étais complètement tarée, là. Toutes ces années-là, et cette énergie-là, ça bouffe de l'énergie à vivre ça. Donc, tout ça pour dire que les 2 premiers mecs de ma vie ont été des hommes beaucoup plus âgés, les deux relations importantes que j'ai eues dans ma vie. Des relations avec des mecs. Le premier, j'avais 21 ans, il avait 16 ans de plus que moi, quand même. Et le deuxième, 12 ans de plus que moi. Et j'ai compris avec le recul que je me suis attirée ces mecs-là dans ma vie parce que je me disais, au moins, ils sont plus vieux, alors ils vont pas me lâcher. Moi, je suis peut-être pas aussi belle que tout le monde, je me sens peut-être, mais au moins, ils ont la jeunesse avec moi. Donc, ça motive tes choix inconsciemment, veux pas. Je veux dire, ils ont été des mecs, j'ai vécu avec eux, tout, mais avec le recul, je me dis, oh my God, si j'avais pas eu ce dialogue intérieur, cette cassette, pour les plus jeunes qui nous écoutent, ce disque dur là, parce que les cassettes,
ça trahit mon âge. Mais en fait, je pense que tout le monde le comprend. Si j'avais pas eu ça dans ma tête, j'aurais peut-être pas fait ces choix-là. J'aurais peut-être pas fait ces choix de carrière non plus. J'aurais pas vécu ma vie comme un homme en jupe. J'aurais pas eu des comportements comme un homme en jupe parce que j'aurais. Qu'est-ce que tu veux dire par vivre sa vie comme un homme en jupe? Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que au boulot, par exemple, au travail, je me suis toujours positionnée comme une femme mec. Donc, parce que je trouvais que j'étais pas une femme, entre guillemets, que j'étais pas bien, je me comparais aux autres femmes. J'avais aussi une maman, malheureusement, qui se rabaissait beaucoup pour différentes raisons. Là, je vais pas rentrer dans les détails. Donc, ça nous imprègne quand on grandit. Donc, on n'est pas bonne, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. Donc, on n'a plus de modèle de femmes. Puis les femmes qui sont plus jolies, ben, on a tendance à les juger. Puis on dit, bah, attends, mais elle va plus loin parce que quoi? Parce qu'elle est plus jolie, parce qu'elle s'habille comme une femme, parce que si, parce que ça. Donc, ça vient brouiller toutes les cartes. Donc, mon comportement d'homme en jupe a été, bah, je pense que, encore une fois, inconsciemment, je me suis dit, bah, les mecs, ils n'ont pas tous ces problèmes-là. Donc, si j'agis comme un mec, je pense que ça va régler pas mal de choses. Donc, ça vient mettre une dose de des comportements toxiques entre nous, au travail, dans nos relations personnelles, dans nos relations amicales, etc., etc., etc. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et c'est des années d'analyse et d'observation aussi de femmes. Parce que je suis sûre qu'on va venir à une autre question là, mais j'ai des exemples concrets en 2020. Ouais. D'ailleurs, je serais surprise, je serais curieuse de savoir les femmes qui sont en ce moment branchées avec nous. Est-ce que vous aussi, vous le vivez ou vous l'avez vécu, ce phénomène-là? Puis, il y a un truc important dans ce que tu as dit, c'est la notion de la passation, tu sais. Oui. On le prend quelque part, ce regard critique-là. On le prend parce qu'on le voit de nos parents, de nos proches, de nos amis. On le transmet de génération en génération. Puis, je me pose la question, je me demande si il n'est pas possible qu'en ce moment, même les garçons plus jeunes commencent aussi à avoir ce regard très critique sur l'apparence physique. En tout cas, on le sait que les troubles alimentaires des garçons sont pas égales aux femmes, mais bon, il commence à y en avoir beaucoup. Donc, le culte du contenant, le culte de l'apparence est maintenant même peut-être aussi devenu quelque chose qui se passe chez les hommes autant que les femmes. C'est quoi des exemples que tu nous parlais? Tu disais qu'il y a des exemples, bon, parce que c'est ton expérience, il y a mon expérience, il y a ce qu'on a entendu, mais comment on sait ou comment on fait, toi et moi, pour penser que c'est pas juste nous deux là, qui avons ça comme enjeu? J'organise en fait, je vais pas nommer. Bref, j'ai la chance depuis de nombreuses années d'interviewer des femmes qui ont réussi. Je les interviewe à des fins de vidéo. Et je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais on va dire que depuis les 10 dernières années, en les interviewant pour des prix, elles me disent que déjà, quand on présente les vidéos lors d'un petit cocktail, elles se jugent, elles se critiquent, elles se disent « Mon Dieu que je suis laide, mon Dieu que je suis grosse, mon Dieu que je suis ci, mon Dieu que je suis ça, mais c'est pas possible, blablabla. Bla, 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 bla. » Et elles ont tous, on va pas rentrer là-dedans, c'est un autre sujet, mais le syndrome de l'imposteur, je sais pas pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ici, mais moi je suis lambda, je suis rien, je le vaux pas, entre guillemets. Et un exemple concret, au niveau de la passation de justement ces a priori, ce dialogue, lors de la dernière année, lors d'une soirée, justement, cette femme a regardé cette vidéo. Elle était accompagnée de ses 2 adolescentes. Je parle de ça en 2019. Et elle me dit, j'ai dit alors, comment tu te trouves, machin? Elle dit, écoute, le contenu, en fait, le fond, il y a le fond et la forme, on s'entend. Mm-hmm. Donc, le fond est super pertinent. Merci Myriam de m'avoir aidé à trouver, puis de m'avoir cuisiné et tout. Puis devant ces 2 jeunes filles ados, 15 ans, 12 ans, mais mon Dieu que je fais dur à l'écran. Et ça, c'est venu me chercher, mais c'est comme jamais. C'est la première fois que j'avais une femme avec des ados autour d'elle qui était accompagnée de ses enfants. Mm-hmm. Et là, j'ai regardé ces ados, et j'ai regardé, j'ai dit, mais
J'ai dit, écoute, j'ai dit, là, tu me dis un truc, là, tu me blesses. Ça m'a renvoyé à ce que moi, j'ai pu vivre à travers ma mère, des amis, des gens plus âgés quand j'étais plus jeune. J'ai dit, mais tu te rends compte ce que tu viens de dire devant tes ados? Mais tu te rends compte? Et là, les ados, tout de suite, ont renchéri en disant, yeah, mom, justement, dans la voiture, tu nous disais qu'on devait être bien avec soi, puis qu'on devait s'accepter, puis qu'on devait ci, puis de ça. Et là, j'ai regardé la fille, j'ai dit, babe, walk the talk, hein. Ouais. C'est vous qui faites la morale à votre maman. Donc, c'est ça le danger. L'autre exemple, tu parles de garçons. J'ai 3 neveux. Écoute, il y en a 2 qui sont tellement axés sur leur personne, qui sont tellement, et ils sont gentils, ils sont doux, ils sont timides. Ils commencent déjà à se poser des questions. Oh, Auntie Morel, là, j'ai les cheveux qui calent, mon Dieu, mais là, j'ai ci, j'ai ça, patin, couffin, ils sont à la gym 5 fois par semaine. Tout ça pour entretenir cette espèce de culte de la beauté. Ils ne s'aiment pas non plus parce qu'ils l'ont déjà dit à certains moments, ils n'aiment pas des trucs. Et je trouve ça aberrant, quoi. Qu'on est encore cantonné dans ce genre de trucs en 2020. Ça me fait de la peine. Oui, parce que là, c'est pas une avancée. On veut pas l'égalité dans ces enjeux-là. Hein? Parce que sinon, c'est pas un progrès, là, tout d'un coup, que les garçons aient ces mêmes angoisses-là. Mais, tu sais, c'est pas nouveau, hein? Ça existe depuis longtemps. Et puis, tu as une théorie intéressante sur ça vient d'où cette histoire-là, là, de femmes qui se jugent, qui se comparent. C'est quoi la racine de cette histoire-là, d'après toi? Ben écoute, après en fait des petites recherches à droite et à gauche, pour avoir recueilli des témoignages, parce que c'est un sujet de conversation qui est très que j'adore. Là, donc c'est souvent, on en parle souvent autour d'une bonne bouteille de vin. Si c'est pas du champagne. J'explique ça par le fait que la femme a toujours, donc ça explique 2 choses. La femme a toujours été, autrefois, si on pense à l'époque de Mad Men, puis on peut même retourner à l'âge de pierre, la femme devait séduire pour mettre le grappin sur l'homme le plus. Un bon parti. Un bon parti. Hein. Ouais. En France, on dit une bonne situation. OK. Donc, pour faire ça, inévitablement, elles étaient obligées de se comparer à d'autres femmes, puis d'être en compétition avec les autres femmes aussi. Donc, si on pense à l'époque Mad Men, où l'homme était le pourvoyeur, c'est sûr que les femmes se jouaient du coup d'entre elles dans un petit village, dans une ville, dans une communauté. Donc, ce regard de l'autre, elle peut pas être plus belle que moi, il faut que je sois plus belle qu'elle, il faut que j'ai plus à offrir. Si on regarde toutes les anciennes pubs. Mais c'est fou, Mirella, ça veut dire que même, tu sais, quand tu y penses 2 minutes, là, ça veut dire que d'emblée, ce qu'une femme avait à offrir à un homme, on était déjà sur un emballage, comme s'il n'y avait que ça. Puis, dans ce que tu dis, moi, ça me fait penser à des affaires que je vois passer des fois sur Facebook, là, des contenus commandités, tu sais, qui how to catch a man, comment garder votre homme, comme si nous, les femmes, on était des chasseuses, là, on le mettait dans une cage, là, il y avait des recettes pour s'assurer qu'il s'enfuit pas. Puis, je me dis, mais mon Dieu, cette littérature-là, elle n'existe pas l'autre bord. On dit pas aux hommes comment garder leur femme. En tout cas, mais peut-être, là. Peut-être que moi, je le vois pas, mais j'ai l'impression qu'on a un drôle de conception, comme si... c'est ça. Pourtant, je me dis que dans une relation de couple, les deux ont fait un catch, là. Il y en a pas des deux qui... Oui, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je vois ça passer. Puis je me dis, c'est pas vrai. Come on! On a encore... Là, il y a Isabelle Martin qui nous dit que d'après elle, ça vient des hommes. Diviser pour mieux régner. Ça, c'est ma belle-sœur. Possible. C'est possible. Mais là, tu sais, des fois, là, j'entends, mettons par rapport à la prostitution, tu sais, tu vas entendre des « ouais, mais ça existe depuis la ligne des temps, ça va toujours exister ». Bon, on est-tu encore dans un sujet que toi et moi, on parle, puis il y en a qui nous disent qu'on est courageuse d'en parler, tout ça, les filles ont l'air bien intéressées, mais en même temps, est-ce qu'on tourne en rond? Est-ce qu'on devrait pas, faut-tu comme accepter ça, toi puis moi, puis comme passivement... Moi, je dis non parce que je suis pas une passive. Je suis quelqu'un de réactif, je suis une idéaliste aussi. Donc, je pense que les choses peuvent changer. Je pense que ça part par, tu sais, c'est walk the talk. Tu comprends? C'est ces femmes. Je reviens à l'exemple de cette femme qui est une vice-présidente exécutive, patati patata, le titre long comme ça, qui elle incarne ça, mais elle a peur de nommer qu'elle n'est pas, comment dire? Elle le prêche à ses filles, mais elle ne le vit pas elle-même. C'est ça, fait que donc ça marche pas.
Comment tu dis? Ben moi, je pense que ça fonctionne pas. Ben non, ça fonctionne pas. On prêche un truc, on se fait prendre dans le tournant, tu sais, quand s'en rend pas compte, ces filles la regardent se regarder dans le miroir, donc on se fait attraper, mais... Oui, il faut que les femmes soient le plus possible honnêtes avec elles-mêmes, qu'elles osent nommer la chose, qu'elles osent même dire, ben, tu sais, j'ai un autre exemple par rapport à ça, parce que c'est là où je pense qu'on peut commencer à casser, à ralentir la cadence, à casser l'espèce de cycle, en fait, qui est là dans les temps. Tu sais, de se dire, bah oui, moi, ça m'est déjà arrivé d'être jalouse d'une copine. Une copine avec qui j'étais très, très proche. Dans son apparence? Non, c'était par rapport à son succès de carrière, etc., etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais ma foi, ça me ronge. Puis, si je ne le dis pas, peut-être qu'une partie de la guérison va venir en nommant la chose, en ayant ce dialogue-là, en lui disant. Et puis, je lui ai dit, bon, là, j'ai fait fausse route parce que moi, je lui ai dit en toute honnêteté, écoute, je suis envieuse, je suis jalouse et je suis peinée, je me sens pas bien, j'aime pas mon comportement, mais je voulais te le dire parce que je trouve ça important, parce que ça fait partie de, tu sais, quand moi-même, je me regarde, on me dit, OK, là, il faut que tu arrêtes de te détester, tu arrêtes d'être jalouse, tu arrêtes d'être envieuse, whatever. J'ai ouvert la conversation. Ouais, tu le faisais dans un esprit de régler, de guérir de ça, ouais. Exactement. Eh ben, elle m'a fermé les rideaux. Et ouais. Je n'ai plus jamais reparlé à cette femme. Pourtant, on était comme ça. Un peu Donc, je pense que plus on en parle, plus on dit les choses, plus on est authentique, plus on se regarde avec les yeux de l'amour, puis on est authentique avec soi-même aussi. Et qu'on essaie de pas, je pense, de vraiment se pencher sur la question, là. Tu sais, se pencher, puis dire, OK, je sais pas si les femmes prennent assez de temps pour ça. C'est pas un boulot à temps plein, là. Mais d'être, tu sais, d'être dans le moment présent, tu sais, de prendre ce petit 5 minutes par jour, puis dire, OK, comment je me sens, puis qu'est-ce que je ressens, puis pourquoi j'ai cette cassette? Parce qu'on n'entend plus la cassette dans nos têtes. Non, elle est comme ça, elle roule en arrière-plan sans qu'on s'en rende compte. Mais il y a un truc tu sais, j'avais discuté avec une femme qui avait une agence de recrutement. Donc, elle faisait du recrutement à des postes quand même de niveau professionnel et VP en montant. Et puis, elle m'avait confié que, de façon générale, les femmes avaient tendance à sous-estimer leurs capacités et demander des salaires un peu en bas de ce qu'elles méritaient. Puis les hommes, eux, ils avaient plutôt tendance à se surestimer puis à demander plus ce qu'ils valaient. Donc, moi, je vois un lien entre les deux, là. Je vois un lien entre les deux sujets. Il y a Manon de la Durantaigne, salut Manon, qui nous dit c'est une question de confiance en soi, qu'il faut partir de la racine, tu sais. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une piste ici, là. Hein? Oui, il faut partir de cette racine-là, mais il faut déjà s'avouer, parce que des fois, on ne réalise même pas qu'on a confiance en soi. Tu sais, je pense qu'il faut... C'est la racine. Ça fait longtemps que je dis ça, on devrait enseigner la confiance en soi à l'école à un très jeune âge. Ouais. Pas tout le monde qui a des parents privilégiés, éduqués, etc., etc. Parce qu'on voit, sans confiance en soi, c'est évident qu'on ne va pas très loin dans la vie. Et encore faut-il avoir des parents, des modèles parentaux qui ont confiance en eux. Parce que moi, j'ai pas vécu ça, là, personnellement. Maman, moi non plus. Tu sais, imaginons là, qu'on voulait commencer à changer ça, là. C'est la responsabilité de qui doit être inclus dans ce rêve-là. Mais évidemment, il y a les femmes elles-mêmes, mais qui d'autre? Ben, il y a les hommes, il y a les éducateurs, les professeurs, les mentors, des gens qui vont être capables de dire, par exemple, moi, ça m'arrive souvent en conversation, puis les amis qui m'écoutent vont me reconnaître. Quelqu'un va dire, une fille va dire, oh putain, qu'est-ce que je suis con là, pourquoi j'ai fait ça, mais qu'est-ce que je suis bête d'avoir dit. Tu sais, c'est le langage là. Donc, il faut comme se surveiller entre nous avec bienveillance, mais il faut te le donner, ce feedback-là. Exactement. Toi, tu me fais penser à une amie à un moment donné qui m'avait dit que à sa taille, elle n'avait pas le droit de se mettre en maillot sur une plage devant les gens. Oh. Ça m'avait complètement, là, mais subjuguée. Oh. Et elle me disait ça avec une croyance très... Tu sais, elle ferait en privé, mais elle n'avait pas le droit de s'exposer puisqu'elle considérait qu'elle n'avait pas un corps conforme, tu sais. Donc, qu'est-ce que j'espère que tu lui as fait. Mais devant cette croyance-là, extrêmement ancrée,
très fortement ancré, c'est pas facile Non. d'être délogé, tu sais, dans l'esprit. C'est pas facile, mais si on peut justement lui dire, attends, qu'est-ce que tu veux dire par ça et pourquoi? Tu sais, c'est presque d'être, tu sais, être ami, c'est d'être à l'écoute et puis de parler puis de se dire les vraies choses. Et je pense que plus on va se dire les vraies choses, tu sais, comme là, on est en train, les conversations, je vois les conversations, plus on est capable de converser, parler, se surveiller, mais avec bienveillance, comme tu dis, gentiment. Je demande pas à tout le monde d'être des psys, mais de se surveiller, de dire, tu sais, combien de fois j'entends « Ah, putain, elle a des couilles, celle-là. » Pourquoi elle a des couilles, celle-là? Ouais, au niveau des mots, le choix des mots. Oui. La façon de s'exprimer. Des fois, la pensée dépasse la parole. Quand je dis « Ah, qu'est-ce que je suis conne, qu'est-ce que je suis grosse, mon Dieu, que je suis laide aujourd'hui. » Tu sais, on se dit ça entre amis, là. On se dit ce genre de truc parce que cette cassette, des fois, elle est verbalisée, cette cassette interne. C'est pas anodin. C'est pas des mots qui sont anodins, en fait. C'est ça non, c'est ça. Et puis, bon, pour certains, ça peut l'être, mais moi, je trouve qu'on est, déjà, on est en train de se mépriser soi-même en utilisant ce genre de langage. Tu sais, j'ai une réflexion. Excuse-moi. J'ai une réflexion en ce moment. J'ai déjà lu, tu sais, on a fait des efforts dans les médias, dans la représentation des femmes, de montrer des femmes qui ont des rondeurs, qui n'ont pas le corps là, traditionnel des mannequins et tout ça. Et puis, j'avais entendu des femmes qui étaient vraiment en embonpoint, en surpoids, qui disaient « Ouais, mais là, vous montrez des femmes en essayant d'être dans la diversité corporelle, mais fondamentalement, c'est des femmes en surpoids, mais tu sais, en surpoids bien placé, là, avec quand même une taille, avec, tu sais, le surpoids qui passe encore. » Puis toi et moi, on parle, puis on pourrait se faire accuser de dire « Ouais, vous parlez de ça, mais attends, là, t'es pas défiguré, t'as pas un œil en bas de l'autre, tu sais. Imagine! Mais ça, imagine quand les gens ont un réel enjeu tu sais, je sais pas, mais ils ont reçu une grosse cicatrice en plein visage qui leur balafre la moitié du visage. On n'est pas là, toi puis moi, là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et je suis dans la gratitude tous les jours déjà d'être en santé, point barre, et après tout le reste. Mais en même temps, tu sais, ces petits cailloux dans la chaussure que tu trimbales toute ta vie. Ouais. Tu sais, c'est comme quand tu vas voir un psy puis tu vas lui dire « Oui, mais je me sens coupable parce que moi, mon petit problème, il est tellement petit par rapport à la personne en fauteuil roulant, etc. etc. » Ouais. Tous les psys vont être d'accord pour dire « En fait, ce petit problème-là, si ça devient un caillou, ça va devenir une roche plus tard puis tu vas avoir 5 monkeys on your back ou des casseroles en vieillissant. » Donc, je crois que peu importe le problème, si on a ça, si on ne se surveille pas, si on ne fait pas preuve de sororité aussi entre nous. La sororité, c'est l'espèce de, comment tu définis ça, la collaboration entre femmes. Hein, exactement, de soutenir, de se soutenir, de collaborer, d'être nos cheerleaders, mais aller plus loin que le cheerleading, c'est peut-être de creuser un peu plus, tu sais, de se pardonner, de se dire les vraies choses, de rien laisser sur le cœur, parce que tout ça, c'est le bout de chemin qu'on va faire ensemble pour justement démystifier ça, puis mettre le doigt sur, tu sais, ta copine, ou même moi, une copine qui va me dire un truc, j'ai toujours essayé quand elle me sort un truc comme ça, pourquoi tu dis, t'es conne, pourquoi tu te trouves laide aujourd'hui? Mais pourquoi, tu sais, c'est de creuser un peu plus, de se dire les vraies choses, moi, la méditation m'a vachement aidée à être en paix avec moi-même, à prendre le temps de m'écouter, Mais moi, je pense aussi, quand tu dis méditation, là, peut-être que ça fait un lien avec l'idée aussi de se rendre compte qu'on est plus que juste une apparence, tu sais. Tout à fait. À un moment donné, c'est ça aussi l'idée, là. C'est pas juste le monde beau et qui correspondent aux critères, qui n'ont pas un pli dans le front, qui n'ont pas un cheveu gris blanc, qui ont le droit au bonheur, puis qui apportent quelque chose dans le monde, tu sais. C'est complètement erroné, cette espèce de... Tout à fait, c'est tellement erroné, puis il y a tellement de pression, puis même encore plus pour les enfants, les jeunes aujourd'hui, avec les Facebook, les médias sociaux, les ci, les ça, où tout le monde retouche ses photos et tout. Je crois que je dit quand on était au téléphone, moi, je me demande si j'aurais pu vivre cette époque-là. Ado, ça doit être assez difficile. Aujourd'hui, ado, là, je pense que j'aurais plié bagage, je sais pas, je pense que j'aurais pas. Alors, Isabelle Martin nous dit, dans les pistes de solutions, être mentor des plus jeunes, faire de la place pour elles au poste de décision. Oui. La notion de croire en soi à l'école, qui est amenée par Vanessa Lemercier. Valérie Tardif, elle nous parle de l'idée
d'avoir plus de modèles féminins qui lead avec leur yin, là, donc des modèles féminins qui sont pleinement dans la féminité, en sachant qu'on a chacun le yin-yang, là. Donc, c'est par des modèles, ça, c'est sûr. C'est par l'entraide aussi. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec le monde du travail, comme Valérie nous amène là-dessus, tu sais, comme tu sais, les femmes aussi, par rapport à l'apparence, dans le contexte du travail, en politique, hein, j'ai lu encore récemment comment Pauline Marois s'est complètement retravaillée en espérant passer, puis finalement ça n'a jamais marché, mais on y reprochait toujours d'avoir l'air de quelque chose d'autre, tu sais. On est sévère aussi au niveau de l'apparence des femmes au travail. Très sévère. Et moi-même, j'ai même jugé et je n'en revenais même pas. Mais ça, on juge parce qu'on se juge soi-même, on s'entend là, c'est souvent le cas. Si on est dur avec soi-même, on va être dur avec les autres. Donc, cette notion, je rêve qu'on arrête d'être dur avec nous-mêmes, qu'on arrête de se plier à toutes ces attentes que la société nous a imposées, comme ça, sans qu'on achète, là, parce qu'on le sait, on est les deux, on a travaillé en pub, là, on le sait, là, que le pot de crème, là, avec la cuisse ferme, là, ben, c'est ça qui fait vendre, puis c'est les femmes aussi qui mordent là-dedans, là, tu sais. Et c'est pour ça, pour rebondir sur le commentaire de Valérie, coucou Valérie, que j'adore, oui, effectivement, dans le monde du travail, c'est pour ça que quand je faisais allusion à, j'étais un homme en jupe, parce que j'incarnais les comportements de mec, je m'habillais comme un mec, j'avais des chaussures de mec. Mes copines vont rigoler parce qu'elles m'ont toujours eu avec des chaussures de mec. Parce que justement, je me disais, je jugeais ces femmes qui étaient un peu trop sexy, trop ci, trop ça. Je me disais, elles vont jamais être prises au sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est comme ça qu'elle veut vendre des fringues. Normalement, tu sais de qui je parle. Tu vois, puis je la jugeais, mais avec le recul aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, des fois, je trouve ça difficile quand j'interviewe ces femmes, puis je vois une femme qui arrive une robe super moulante et tout. Je suis obligée ça c'est il y a 4-5 ans là, j'étais obligée de me dire, oh my, ok, mais ça peut être ça aussi là. Mais ça me fait penser comment on est pris comme en deux affaires, hein, parce que d'un côté, il y a si t'es trop dans la féminité, puis justement on voit tes courbes, puis que l'on peut deviner que oh mon Dieu, tu as des seins. Ouais. Ben, d'ailleurs, il y en a qui ont inventé le soutien-gorge avec le petit pan ici pour s'assurer qu'on voit absolument pas que tu as une poitrine. Donc, d'un côté, il y a l'extrême, il faut quasiment comme se déguiser. Puis là, ben, celles qui s'assument plus, puis qui vont être féminines, puis dégager une forme de sexiness, ah ben là, on les condamne tout de suite parce qu'elles jouent là-dessus. Si on écoute tout ça, là, on ne sait plus comment s'habiller. Là. On ne sait plus comment être. Et c'est ça aussi. On ne sait plus comment agir, on ne sait plus comment être. Je trouve qu'on est entre deux là. On fait un bout de chemin. Mais tout ça, Magali, on ne va pas se le cacher, puis je le crie haut et fort depuis quelques années, on vit dans un monde patriarcal. Mm-hmm. C'est un monde patriarcal. Et j'ai eu une conversation très pimentée avec ma mère et mon beau-père et mon conjoint quand on pouvait encore se voir là, il y a quelques mois. Et on me disait, mais non, Myriam, on a tellement fait un bout de chemin. Les femmes, maman à 76 ans, qui est une idéaliste et qui est une crème. Et mon beau-père aussi, qui a 86 ans. Mais non, franchement, là, vous êtes... moi, ma fille, elle a un poste ci, puis tata, puis toi, t'as ta compagnie. Je dis, non, mais vous comprenez pas l'ampleur des dégâts de vivre dans un monde patriarcal. Le monde patriarcal pilote les compagnies pharmaceutiques, les trucs médicaux, on sait, tout ce qui est esthétique, les hommes sont à la tête de tout. Donc, c'est sûr qu'ils imposent, ça rejoint un peu le commentaire d'Isabelle, régner pour mieux diviser. Les hommes sont en charge de tout. Donc, même s'il y a des femmes en dessous, on est un peu en otage, j'ai envie de dire. Le langage est patriarcal, la façon de faire du business est patriarcale. Donc, il faut casser ce moule-là et il faut que la femme se réapproprie l'image de la femme qu'elle a envie d'être en toute sérénité, en paix, elle doit retomber amoureuse d'elle puis de se forger cette femme qui est là à l'intérieur d'elle. Tu sais, j'ai fait des ateliers à New York avec une femme époustouflante qui s'appelle Mama Gina, qui a écrit un livre qui s'appelle au début, quand je disais ce titre, ça me faisait mal aux oreilles parce que je trouve ça un peu cru, mais en fait, Pussy a Reclamation. Cette femme, elle a une école pour les femmes, pour que les femmes retrouvent leur féminité et qu'elles s'acceptent. Et qu'elle arrête de se juger, qu'elle arrête de se juger elle-même. Et j'ai fait ça l'année dernière.
Et c'était mon point culminant, là, parce que c'est dans ma vie où je me suis dit, OK, elle a tellement raison dans ce qu'elle dit, là. Et on était 900 femmes dans une église, parce qu'il n'y a pas plus patriarcal qu'une église, pour le premier atelier. Et je pense que si on veut changer les choses, et ces femmes qui ont des grandes, des petites, des moindres, des sites de diversité, etc., etc., etc. Et un des trucs, et ça, je dois en parler parce que ça m'a tellement frappé, le premier exercice qu'elle nous a fait faire, c'était de se vanter. Mm-hmm. Wow. Et elle posait le micro avec différentes femmes. Il y avait toutes sortes de situations sociales, économiques, etc., etc. Et à chaque fois qu'elle pointait le micro à une femme, la femme commençait sa phrase. Eh ben, j'ai 2 beaux enfants, j'ai un magnifique mari, et là, elle disait « Shut the fuck up ». Puis là, elle les ramenait sur elle. Ouais. Ouais. Vante-toi. Vante-toi. Parle de toi. T'es fière de quoi? Vante-toi de quelque chose dont t'es fière. Écoute, déjà, si on peut faire ça entre copines, là, ça va changer peut-être un tout petit peu la cassette aussi, tu vois. Moi, je pense que tu as raison. Puis je pense qu'il y a plein de programmes bien intéressants qui existent en ce moment pour développer le leadership féminin. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on part 3 étapes trop loin, tu sais. On part sur, par exemple, voici comment tu peux devenir une leader d'influence, OK? Mais on commence pas par t'es qui? C'est quoi tu sais, faut être, tu sais, pour pouvoir influencer l'extérieur, là, il faut être bien avec soi, faut être conscient de nos valeurs, de ce qu'on a apporté. Puis là, après ça, on a le feu, puis on est capable de le sortir à l'extérieur. Puis je me dis que c'est presque une invitation que j'ai envie de faire. Peut-être que dans les programmes internes, dans les organisations où on veut justement les pousser, ces femmes-là, bien, peut-être qu'il faut voir, peut-être qu'on part pas au bon point de départ. Peut-être qu'il faut revenir à... Tellement d'accord avec toi, tellement d'accord avec toi. Et ça fait 5 ans, 5-6 ans que j'essaie de développer un genre de truc comme ça, là, des ateliers, ce que j'appelle des bootcamps, parce que c'est un bootcamp puis d'être capable de se regarder en pleine face et d'être vrai avec soi-même. Puis de dire, OK, c'est vrai, ma cassette, c'est ça. Tu sais, ne serait-ce que d'écrire, c'est quoi ta cassette dans ta tête, là, qu'est-ce que tu dis 20 fois par semaine? Tu sais, de vraiment prendre, comme tu dis, le point de départ pour pouvoir éventuellement graduer à un autre stade, à un autre stade, à un autre stade. J'ai envie de vous dire, to be continued, pas to be continued, parce que j'ai pas dit mon dernier mot sur justement ces ateliers-là, ces trucs pour aider les femmes, pour leur donner un vrai pouvoir. Pas le pouvoir que les hommes nous ont accordé. Soit belle, soit jeune, soit ci, soit ça. Mais notre vrai pouvoir individuel, qui soit, peu importe ce qui soit son pouvoir, mais d'aller vraiment le sentir et le chercher. Pas quelque chose qui nous est imposé par cette société patriarcale. C'est un peu comme si on était en marque, tu sais, en branding, puis on voulait faire une espèce de campagne pour propulser une marque, mais qu'on n'a pas son identité, sa pertinence, sa plus-value, tu sais. Donc, c'est ça qu'il faut porter, je pense, en soi pour après ça être capable de l'amener dehors. Puis cette réflexion-là on l'a fait d'un angle pour les femmes, mais il y a un paquet d'hommes qui en auraient besoin aussi, hein. Complètement. Beaucoup d'hommes, beaucoup de leaders aussi qui en auraient besoin. Complètement. Oui, en parlant de ce projet depuis quelques années, il y a plein d'hommes qui m'entourent des années qui me disent « Attends, mais moi, je veux y aller à ton truc là, si ça ou j'aimerais ça trouver un truc pour justement apprendre à mieux me connaître, pour avoir justement les bons outils pour continuer. » Mais c'est la base. C'est comme tu dis, il y a une base qui est là, puis elle est erronée parce qu'elle a été bâtie sur des attentes qui ne sont pas les nôtres, sur des modèles, on va dire des modèles de Barbie là ou de trucs. Ben, sur des modèles irréalistes, mais je me risque un point supplémentaire, même si on arrive à la fin. Vas-y. Le fait qu'on ait passé les derniers mois à faire notre travail à travers des écrans. Tu sais, Valérie mentionnait le fait que, tu sais, une femme qui s'habille comme Steve Jobs dans le milieu corporatif, elle passe pas, elle a pas de crédibilité. Mais tu sais, on a un petit peu, en tout cas, moi j'ai l'impression autour de moi que les gens se sont donné un peu de lousse par rapport à l'apparence. Tu sais, est-ce que ça pourrait-tu nous aider ça dans la suite des événements peut-être?
tu sais, moi, j'ai tellement peur de ce que les gens vont être à tous les niveaux après cette pandémie. Il y a un super article, je ne me rappelle pas dans quel magazine, qui parlait du gaslighting, là. Est-ce qu'on va pas, après cette pandémie, revenir à nos vieilles habitudes parce que bah, tu as tout le moteur économique, la pub, etc., pour relancer l'économie, pour me faire croire, ah bah oui, mais vous n'étiez pas si bien que ça avec vos nouvelles valeurs. Revenez aux anciennes, puis dépenser. C'est dur de garder le cap c'est dur de se déprogrammer. C'est hyper difficile de se déprogrammer. Puis là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut déprogrammer les femmes pour les reprogrammer. Enfin, celles qui ont celles qui ont ces occupations. Oui, puis après, moi, je pense aussi que c'est une question de liberté. Là. On n'est pas en train de dire qu'il y a un modèle. Non. En fait, c'est la notion d'avoir le droit d'être comme on a envie d'être, sans pression extérieure. En fait, que ça parte de nous. Tu sais, c'est ça qu'on est en train de dire. Ça part de s'aimer, d'être en paix avec soi-même, d'être dans la gratitude, d'avoir cette confiance, cette estime, tout ça. Je veux dire, c'est des bases, des valeurs de base. Puis là, on n'en a pas parlé, ça pourrait faire le fruit d'une autre conversation, mais tout ça relié au vieillissement des femmes, comment les femmes vivent le vieillissement versus comment les hommes le vivent, hein? Parce que ça nous suit, puis ça peut prendre tu sais, on peut être plus sage en vieillissant, mais il y a certaines femmes qui développent cette conscience puis ce dialogue interne quand elles commencent à avoir trop de rides, tu sais. Donc, après ménopause, j'ai écrit un livre sur ça, puis tu sais, de s'accepter puis de dire on passe à une nouvelle phase de sa vie. Mais tu sais, je fais une petite parenthèse sur ça, un homme a des chaleurs, des bouffées de chaleur. On ne dit pas que c'est des bouffées de chaleur de vieux gars. Un homme a des chaleurs, on appelait ça des chaleurs de vieilles filles. C'est comme si on arrêtait d'exister. On est encore dans le choix des mots ici, là. Encore une fois, mais tout ça, ça teinte notre discours intérieur. Ça nous imprègne. Je finis sur le masculin remporte sur le féminin. C'est les règles de grammaire. Tu sais, t'es jeune, t'es à l'école, puis on dit le masculin remporte le féminin. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça, donc ça part de loin. Il y a une refonte, selon moi, à faire pour protéger les garçons et les jeunes filles à être ce qu'ils veulent être sans être teintés par le langage, par la société, par les compagnies, par le marketing, par ci, par ça. C'est pas facile, mais si on a envie de contribuer à ce rêve-là, moi, ce que je retiens, c'est c'est un projet de longue haleine, où ça prend de la cohérence, ça prend plusieurs voix qui travaillent à ça pour éventuellement changer ça dans le temps. Puis ça part beaucoup de se surveiller, mais des fois, peut-être que nous, on n'est pas capable de s'attraper, donc on peut se surveiller entre amis, entre copines. Déjà commencer par ça. Puis, par rapport au choix des mots, je trouve ça super intéressant. Puis je pense aussi, on l'a peut-être pas beaucoup mentionné, mais je pense que les hommes peuvent certainement être des alliés là-dedans. Donc, parce que eux aussi nous voient, hein, ils nous regardent, puis ils s'en rendent compte, et ils voient bien tout ça, là. Il y a une éducation à faire sur ça, Magali. Tu sais, j'ai eu une discussion avec mon conjoint qui est tellement, je veux dire, le mec le plus, tu sais, le yin et le yang, là. Il est équilibré, c'est comme c'est pas possible. Puis à un moment donné, il me dit, oh, arrête de faire ta germaine. Et il me l'a dit sur un ton, t'es en train de l'idée, arrête de faire ta germaine. Et là, je l'ai arrêté, j'ai dit, Pierre, parce que je gère et je mène, tu me dis ça avec agressivité. Tu me juges parce que je suis en train de l'idée. Germaine, le mot, c'est connoté négativement. Ouais. C'est connoté négativement. Donc, et puis il m'a dit, oh, wow, Myriam, c'est tellement juste ce que tu viens de me dire, là. J'ai dit, est-ce que tu aurais dit ça à un mec, là? Donc, en parler avec les hommes aussi, les éduquer à travers ces petits, tu sais, des petits gestes. Ouais. Un geste à la fois, un petit geste à la fois. Puis tu sais, un truc bien concret que j'ai entendu, que je trouve super intéressant, c'est les hommes, dans les réunions de travail, quand vous vous rendez compte qu'il y a des femmes qui se font couper la parole sans arrêt ou qui s'expriment pas beaucoup, vous pouvez tendre une perche, puis toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est des petits gestes qui vont contribuer à la confiance, à prendre sa place, à être autre chose que juste un visage ou un corps. Est-ce que je peux finir sur une petite histoire? Je te promets rapide. Oui. C'est 2 ans. C'est toujours dans le cadre de ces vidéos que pour il y a une jeune fille qui est interviewée, c'est la relève. Elle est mentorée au sein d'une énorme boîte. Elle me raconte cette anecdote. Elle s'en va à New York
un rendez-vous. Elle est haïtienne ou africaine. Elle est jeune. Elle a 25 ans. Elle se pointe dans une... C'est elle la représentante du gros bureau de comptable qui se pointe à New York. Il y a une grande table, il n'y a que des mecs autour. Elle rentre, tout le monde se présente, personne ne la regarde. Le patron rentre et là, il demande à tout le monde de se présenter. On la prenait pour la secrétaire. C'était elle la lead sur ce client-là. Quand le patron a su qui il était, il s'est levé, il a fait le tour de la table, il lui a donné la pince. On est encore là-dedans. Ouais. Fait que si, en 3-4 mots, tu avais un conseil ou une chose que tu veux qu'on retienne, je te laisse le conseil ou le mot de la fin pour nous envoyer vers le rêve. D'être indulgente, d'être bienveillante et d'être aux aguets et de faire preuve de sororité entre nous. Alors, bienveillance, indulgence, aux aguets puis la sororité sont des éléments qui pourraient nous aider à tranquillement, pas vite, aller vers le rêve que tu as évoqué. Merci beaucoup de ta participation. Merci à toutes celles qui étaient là. Et si vous voulez écouter les balados passés, les conversations passées, vous allez sur balado.magalieco.com et elles sont toutes disponibles également sur Spotify, iTunes et Google en version audio. Alors, merci encore, Mirella. Merci. C'est un bel après-midi. Et puis, je me mets tout de suite sur la bienveillance et l'indulgence. Je vais surveiller mon langage. Merci. Bye. Bye.